Et la grossesse, c'est le meilleur traitement naturel de l'SOPK. Les filles, mariez-vous jeunes, faites des bébés, faites plein de bébés, c'est ça le bonheur dans la vie. Aujourd'hui, je reçois Dr Belkhiat, gynécologue spécialisée dans le SOPK, et elle va tout nous expliquer. Le syndrome des ovaires polykystiques, comme son nom l'indique, c'est un syndrome, c'est pas une maladie. Infertilité, cycle menstruel irrégulier, le syndrome des ovaires polykystiques a des conséquences physiques et psychologiques non négligeables chez beaucoup de femmes. Il faut faire très attention parce que beaucoup d'adolescentes sont OPK. Bonjour Dr Belkhiat, bienvenue, Bonjour merci d'être Camille. avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Ah, vraiment, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de femmes, et malheureusement, elles restent souvent dans l'incompréhension. J'aimerais déjà vous demander, ou te demander, si je peux me Mhm. permettre, Préfère, ouais. pourquoi tant de femmes restent dans l'incompréhension devant le syndrome des ovaires polykystiques? En fait, le syndrome des ovaires polykystiques, comme son nom l'indique, c'est un syndrome, c'est pas une maladie. C'est-à-dire qu'on n'est pas malade, mais on a plusieurs symptômes qui font que on est un peu différente des autres. Et ça touche tellement de personnes. Donc c'est quand même une femme sur 10. Donc ça touche tellement de femmes que finalement, c'est c'est pas quelque chose de grave, c'est assez commun. Maintenant, il y a des stades dans ce syndrome-là. Donc, on peut partir de simples troubles du cycle chez une femme qui a aucun retentissement à une femme qui a un retentissement majeur parce que elle a des signes de ce qu'on appelle l'hyperandrogénie, c'est-à-dire trop d'hormones masculines. Et donc, elle va avoir un retentissement sur son apparence physique avec des poils à des endroits qu'elle n'est pas censée avoir, de l'acné, une alopécie, c'est-à-dire perdre ses cheveux comme un garçon. Et c'est très perturbant pour certaines femmes. Donc, c'est pour ça qu'on met dans le panier du syndrome des ovaires polykystiques plusieurs patientes qui ont des symptômes différents et qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont perturbées par ce syndrome-là. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'expliquer, de détailler tous les symptômes, etc., comment est-ce que vous expliquez ce syndrome à une femme lors de sa première consultation? Alors après, ça dépend de pourquoi elle vient. Moi, je banalise beaucoup le syndrome des ovaires polykystiques et je leur dis, écoutez, c'est une différence, finalement, comme il y a une origine génétique, certes environnementale, mais aussi génétique de ce syndrome. C'est souvent des familles, c'est souvent aussi des régions. Beaucoup de femmes du Moyen-Orient ou du bassin méditerranéen sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, je banalise beaucoup en leur disant, imaginez une femme qui a les yeux verts. Elle a les yeux verts, pendant que la grande majorité de la population a les yeux marrons. Elle est différente, mais ça en fait pas quelqu'un de malade. Et ben, c'est pareil. Avoir des ovaires polykystiques, c'est avoir des ovaires différents des copines ou des voisines, mais ça en fait pas une maladie. Après, nous, ce qu'on traite, c'est le retentissement de ces ovaires polykystiques. Il y a des femmes qui ont aucun retentissement et qui ont une vie normale. Et ces femmes-là, il faut les laisser tranquilles. Alors qu'il y a des patientes, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui vont avoir un retentissement majeur et ces femmes-là, il faut les aider. Donc, on va s'adapter à qui on a en face de nous et quelle est la demande. Autre chose, il y a des patientes qui vont venir juste pour un retard de conception. Elles vont essayer d'avoir des bébés et ça va tarder parce que comme elles ont des troubles du cycle, il faut les aider à réguler tout ça pour aider à ce que la grossesse arrive. D'autres femmes vont venir, elles n'ont pas de problème de conception, elles veulent pas avoir d'enfants, mais elles ont un problème au niveau de leur image corporelle et au niveau de leur esthétique. Donc on va s'adapter, nous les médecins, par rapport à la demande. Donc c'est très différent en fonction du motif de consultation. Et sur le plan hormonal, ça fonctionne comment le syndrome des ovaires Alors, polykystiques? c'est très simple à comprendre. C'est des femmes qui ont plus d'hormones masculines que les autres. Donc, en gros, elles vont avoir un syndrome d'hyperandrogénie, c'est-à-dire que elles vont avoir un peu plus de testostérone. Et donc, elles vont avoir des symptômes qui sont liés à ça, notamment au niveau des ovulations. Donc, ça va être des patientes qui vont avoir des troubles de l'ovulation et au niveau de leur apparence physique. Donc, certaines patientes vont avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, des symptômes où c'est très gênant d'avoir des poils au niveau du menton ou C'est clair. au niveau des joues, de la moustache. Elles vont avoir des poils aussi au niveau du ventre, au niveau du bas du dos. Elles vont avoir de l'acné, une peau grasse avec de l'acné, et elles vont surtout aussi avoir des problèmes de chute de cheveux. Et ça, c'est très gênant pour une jeune femme. Surtout, c'est pas agréable d'avoir ce type de symptômes-là. Après, nous, on a d'autres critères, notamment des critères biologiques ou échographiques pour faire le diagnostic. Mais globalement, au niveau des motifs de consultation, c'est souvent ça les problèmes. Donc, globalement, si, pour résumer, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est des ovaires qui ont trop de follicules,
plus ou moins, Oui, et qui produisent en fait trop d'hormones masculines, donc de testostérone, enfin exactement. d'androgènes plus que les œstrogènes, progestérone classiquement produits. C'est un déséquilibre de tout l'axe, hypothalamo-hypophysaire. On va avoir un déséquilibre entre les 2 hormones, de la fertilité féminine qui sont la FSH et la LH. Il y a une inversion du rapport et donc on a une augmentation de la LH qui entraîne qu'il y a plus de follicules recrutés au niveau des ovaires, mais ils sont moins matures et donc ils vont sécréter moins d'hormones féminines et plus d'hormones, masculines. Donc c'est tout un déséquilibre et aujourd'hui, on a compris aussi qu'il y avait également un syndrome métabolique, lié à l'insuline qui rentre en jeu dans ce cercle vicieux de déséquilibre hormonal. Ça, on y reviendra, Oui, mais à quel moment les patients arrivent-ils chez vous? Généralement, vous avez dit que le spectre est très très large, ça peut très aller large. de rien du tout à dérèglement du cycle, à Exact. alopécie, acné et tout ce qui en suit. Mais vous, dans votre pratique quotidienne, Mmh. quand est-ce que la femme, elle fait ce pas où elle va venir Alors globalement, il y a 2 catégories de patientes. Celles qui viennent pour des troubles du cycle, voire, un problème de retard de conception, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte, rapidement. Quand elles ont décidé d'arrêter leur pilule ou de tenter de faire un bébé, elles vont avoir un délai supérieur à 6 mois, 1 an, pour l'arrivée d'une grossesse. Donc ça, c'est une catégorie de patientes qu'on va traiter assez simplement. Donc, je rassure, les patientes parce que c'est assez simple de réguler, l'ovulation et de les aider. Et l'autre catégorie de patientes qui sont pas du tout dans cet, état d'esprit de conception ou de désir de grossesse, qui viennent vraiment parce qu'elles ont un retentissement lié à l'augmentation des hormones masculines et donc on va les traiter différemment. On reviendra sur le traitement aussi. Vous avez dit que les causes, elles pouvaient être génétiques ou environnementales. Mmh. Enfin, et environnementales, généralement, c'est, j'imagine, Oui. un ensemble. Niveau génétique, on peut pas y faire grand-chose. Non. Et, et l'environnement, qu'est-ce qui impacte le Bah, SOPK? l'environnement, globalement, c'est comme tout. Quand vous avez du surpoids et notamment de la graisse abdominale, donc si vous êtes quelqu'un qui faites pas trop attention à ce que vous mangez et que vous prenez du poids et les jeunes femmes, qui ont, le syndrome des ovaires polykystiques sont, comme j'ai dit tout à l'heure, sujettes aussi à avoir de l'hyperinsulinisme et donc une obésité plutôt ce qu'on appelle tronculaire, c'est-à-dire le haut du corps et notamment le ventre. On va avoir, plus de graisse dans le ventre, ce qui va encore plus perturber, le métabolisme hormonal. Donc ces patientes-là, donc qui ont de la malbouffe, qui sont, exposées aux perturbateurs endocriniens, qui font pas d'activité sportive et cetera, donc qui ont moins de muscles que de gras, vont avoir des symptômes plus importants. Donc l'un des premiers gestes à faire quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, c'est de comprendre qu'il faut avoir une hygiène de vie meilleure. Et est-ce il y a pas vraiment de profil type, mais globalement, ça arrive vers quel âge quand ça se déclare? Alors, alors il faut faire très attention parce que beaucoup d'adolescentes sont OPK. C'est-à-dire si vous faites une échographie à toutes les adolescentes, vous allez être surpris parce qu'on a des critères échographiques du syndrome, des ovaires polykystiques. Tu es radiologue, tu connais Ouais. bien ça et ces critères, c'est le volume ovarien, donc des ovaires qui sont de grand volume et le nombre de follicules comme tu as dit tout à l'heure. Le follicule, alors ça porte le nom d'ovaire micropolykystiques. Je voudrais vraiment, m'arrêter sur ce petit point-là. C'est un mauvais, titre. En fait, il y a pas de kyste dans les ovaires polykystiques, ce sont des follicules. Donc il y a aucun kyste. Le kyste, comme tu le sais, 3 centimètres. c'est une pathologie, c'est une taille d'un certain exactement qui il doit faire 3 centimètres. Il est soit organique, soit fonctionnel. Mais dans les ovaires polykystiques, tu vas avoir des kystes qui sont à 9 millimètres et entre 5 et 9 millimètres et donc ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. Donc en fait, on devrait appeler ça polyfolliculaire et non pas polykystique. Ça sonne moins bien. Ça sonne moins bien, c'est un peu lourd, donc on a gardé l'appellation, polykystique, mais en réalité, c'est que des follicules. Donc ces patientes-là, donc vont avoir des gros ovaires avec beaucoup de follicules. Donc si vous faites une échographie à des adolescentes, vous allez trouver ça chez tout le monde et vous allez dire: «Oh là là, elles ont un syndrome des ovaires polykystiques». Pas du tout, c'est la mise en route de la machine, au niveau du cycle, ovarien qui fait qu'au début, il y a un déséquilibre, comme je t'ai dit, hormonal, qui fait qu'il y a un trop grand recrutement de follicules avant que la machine se mette en route. Ce que je voulais dire d'une façon un petit peu
on va dire, poétique ou romancée, c'est qu'on a de plus en plus d'ovaires polykystiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que un des traitements naturels de ce syndrome-là, c'est de faire une grossesse, d'avoir une activité sexuelle et d'avoir une grossesse le plus jeune possible. Donc nos arrière-grand-mères, qui se mariaient très jeunes et qui avaient un premier enfant à l'âge de 16, 17 ans, 15 ans, pour les plus chanceuses, parce que parfois c'était même plus tôt, et ben, elles n'avaient pas le syndrome des ovaires polykystiques parce que les ovaires étaient entraînés à sécréter des hormones féminines de facto. Et par conséquent, elles s'auto-traitaient du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, il y avait très peu de syndrome. Il y en avait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a retardé l'âge du mariage, on a retardé l'âge de la première grossesse, et on a de plus en plus de symptômes qui s'installent dans le temps, liés au fait qu'on a justement un âge de grossesse beaucoup plus tardif. Ce que tu viens de dire, c'est exceptionnel parce que Mm. j'en ai parlé dans le dernier podcast avec Dr Bichichi, qui m'a donné Oui, une phrase d'un professeur en gynéco de Clermont-Ferrand qui a vraiment changé ma vision des choses sur l'endométriose. oui, Il a dit, la femme n'est pas faite pour avoir des règles. exactement. En fait, on ne réalise pas, mais aujourd'hui, le fait que les femmes soient absolument obsédées par avoir leurs règles, c'est parce que on a changé de façon d'être. Avant, la sexualité n'était que reproductive. Aujourd'hui, à la fin du mois, il faut qu'on voit le cycle pour être sûr qu'on n'est pas enceinte parce que on veut planifier nos grossesses, on veut planifier nos vies. Et du coup, on a trop souvent nos règles. Les patientes ont trop souvent leurs règles dans leur vie de femme. Nos arrière-grand-mères avaient finalement des grossesses très tôt, donc elles n'avaient pas de règles pendant la grossesse, pas de règles pendant l'allaitement, et puis dès qu'elles retrouvaient un cycle, elles retombaient enceintes. Donc si vous comptez le nombre de fois où elles avaient leurs règles dans leur vie de femme, c'était peut-être 100 fois moins que la femme d'aujourd'hui. Et donc ce sang-là va créer des inflammations et entraîner malheureusement plus d'endométriose qu'avant. C'est incroyable. Ouais. Et par rapport à l'augmentation des cas, est-ce que, il y a des chiffres enfin, qui sont parlants? Globalement, on sait aujourd'hui que le syndrome des ovaires polykystiques touche 10% de la population. Hem, Avant, ça touchait cette population-là, mais je pense que le degré de sévérité était moindre. D'abord, ils avaient une meilleure, Hygiène de vie? hygiène de vie probablement, ils avaient des enfants plus tôt, mais il y avait quand même des patientes, qui avaient des syndromes des ovaires polykystiques assez cognés. D'ailleurs, dans les cirques, avant, les femmes à barbe, c'était les OSOPK au plus haut point. Voilà. C'est incroyable. C'était ces patientes-là. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle des critères, en fait, diagnostiques. Donc vous avez Oui. dit tout à l'heure, enfin, tu as dit tout à l'heure, critères de Rotterdam. Mmh. Donc c'est des critères qui se basent à la fois sur l'échographie, comme tu as dit, donc des micro-follicules, enfin des follicules plutôt, micro-kystes, mais des follicules, un certain nombre de follicules dans chaque ovaire. Ensuite, il y a des tests biologiques Mmh. et des symptômes. Oui. Alors, en gros, en 2003, il y a les experts qui se sont, rassemblés pour essayer de donner une vraie définition parce qu'on ça partait un peu dans tous les sens. C'était une sorte de fourre-tout. On mettait plusieurs patientes qui avaient finalement des symptômes très différents et donc ils ont décrété que c'était une patiente qui avait 2 critères sur 3. Un critère d'hyperandrogénie, un critère de trouble du cycle et d'anovulation et un critère échographique. Donc elles avaient au moins 2 sur ces 3 critères-là. C'est une définition qui aujourd'hui est beaucoup critiquée parce qu'on a aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le problème métabolique avec l'hyperinsulinisme qui est venu s'ajouter à tout ça. Mais globalement, ça nous aide un petit peu à un peu orienter les diagnostics et l'aide aux patients. Donc les critères de Rotterdam, c'est finalement 2 symptômes sur trois catégories de symptômes. Donc un symptôme de trouble du cycle et d'anovulation, un symptôme d'hyperandrogénie, comme j'ai dit tout à l'heure, la chute de cheveux, l'acné, les poils, donc l'hirsutisme, et les critères échographiques, donc des gros ovaires avec au moins 20 follicules de chaque côté. Et pour ce qui est de la résistance à l'insuline, comment est-ce qu'on la mesure, chez ces femmes? Alors, la résistance à l'insuline, aujourd'hui, on a des tests sanguins, ils sont critiqués, Très. mais
on a que ça. Globalement, c'est des patientes qui sont sur un tableau prédiabétique avec des glycémies limites, un indice de HOMA qui est élevé. Et on va les aider plus, ces patientes-là, en proposant des traitements comme pour les diabétiques, donc la metformine. Et on va vraiment, vraiment les pousser à avoir des mesures hygiéno-diététiques avec vraiment pas de sucre rapide dans leur alimentation, adapter leur alimentation, essayer de faire une activité sportive pour inverser le rapport entre le gras et le muscle, avoir plus de muscles que de gras, et ça va les aider de façon naturelle à redevenir ovulatoires sans passer par des traitements. Ouais, ça c'est extra, Mm, surtout le rapport graisse-muscle. En mm. fait, si vous pouvez expliquer, c'est l'aromatase qui fait qu'on sécrète plus d'androgènes quand on a de la graisse. Exactement, exactement. Nos hormones sont sécrétées dans notre graisse, donc plus on en a, plus on a d'hormones. Donc plus on baisse la graisse, plus on baisse les hormones. C'est assez simple à comprendre. Et c'est quoi les symptômes qu'on banalise souvent chez les personnes atteintes du SOPK? Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut toujours banaliser les symptômes. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui a des symptômes, qui les tolère bien, il est bien dans sa peau, donc il y a pas de problème. C'est vraiment, nous, on va aider les patientes qui vont avoir un retentissement sur leur qualité de vie, sur leur estime d'elles-mêmes, sur leur désir de planifier une grossesse ou pas. Donc, c'est ces patientes-là qu'on veut traiter. Mais toutes les autres, vous imaginez si on doit traiter 10% de la population et si on doit leur donner des médicaments, toutes les autres, si elles arrivent à gérer leurs symptômes parce que elles gèrent bien, parce qu'elles ont 3 poils au menton qu'elles ont traités au laser et c'est bon, bah, il y a pas de problème. Donc finalement, on traite les conséquences des symptômes. Mais s'il y a des patientes qui gèrent bien leurs symptômes, tout va bien. Mais le problème, en fait, c'est que les femmes, on leur a souvent dit que, par exemple, leurs douleurs de règles, parfois, sont normales alors qu'elles sont exagérées. Et donc, Mm. on sous-diagnostique l'endométriose. C'est la même chose pour le SOPK, j'imagine, on Alors, sous-estime. alors, sous-estimer, non. On sait que, comme je t'ai dit, vraiment une patiente sur 10 a un OPK. Mais pourquoi créer un problème chez quelqu'un qui en a pas? Je te donne un exemple. Une patiente qui me dit, ben moi, je suis pas en couple et j'ai des retards de règles, mais je sais que je suis pas enceinte. Je gère ça très bien et ça me provoque aucune douleur et j'ai aucun autre symptôme. Pourquoi lui donner la pilule? Pourquoi lui donner un traitement hormonal pour qu'elle fasse partie d'une norme? Non, si elle gère bien psychologiquement et qu'elle a aucun souci dans sa vie quotidienne, il faut respecter ça. Mais quelqu'un qui a du mal à maigrir, par exemple, Alors ça, c'est encore autre chose. Donc celle-là, pour le coup, elles vont avoir un retentissement sur leur qualité de vie. Si elle te dit, moi, j'ai un problème d'estime de moi-même parce que mon idéal, ce serait d'avoir 10 kilos de moins, ces patientes-là, on les accompagne parce qu'elles ont beaucoup, beaucoup plus de mal à perdre du poids vu qu'elles ont un métabolisme de stockage. C'est-à-dire que ce dérèglement hormonal va entraîner que la pauvre, elle va vraiment avoir beaucoup plus de mal que quelqu'un qui n'a pas ce problème métabolique pour perdre du poids. Et donc, on va les accompagner. On peut leur proposer un traitement à base de metformine. On peut leur proposer un suivi diététique, du coaching sportif de telle manière à ce qu'elles arrivent à avoir, pas forcément de perdre du poids sur la balance, mais au moins de perdre des tailles dans leurs affaires, dans leurs habits. Et donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on s'adapte aux besoins de la patiente. Donc, et c'est pareil, si on a une patiente qui vient, qui n'arrive pas à tomber enceinte, mais qui pèse 80 kilos pour 1,60 m, on va obligatoirement lui faire perdre du poids avant de démarrer des démarches d'aide à la procréation. Donc, tout ça, on va s'adapter, c'est du cas par cas. C'est vraiment un travail de régulation des choses sur plusieurs tableaux dans la vie de quelqu'un pour l'aider à obtenir le résultat qu'il veut. Et si finalement, c'est des patientes qui n'ont pas de besoin de tomber enceinte, en sachant que les OPK, 20 à 25% des OPK tombent enceintes naturellement, spontanément, c'est ce que j'allais demander. sans aucun Il y en problème. a qui sont infertiles, enfin, qui sont La, infertiles, ouais. la grande majorité peuvent avoir un retard de conception, elles ne sont pas infertiles. Donc,
Je veux vraiment mettre le doigt sur ça. L'infertilité, elle est finalement relative puisque dès qu'on les aide un petit peu, elles tombent enceintes. On a d'excellents résultats dans les méthodes de procréation médicalement assistée. On peut les rendre ovulatoires très facilement. Quand on fait des fécondations in vitro, on a beaucoup plus d'ovocytes que pour les autres patientes. Donc, Ouais, bien sûr. sur le même cycle, puisqu'on fait plusieurs transferts, on a un taux cumulé de grossesse qui est supérieur à la moyenne. Donc, on a d'excellents résultats chez les patientes qui souffrent de ce syndrome-là. Donc, moi, je parle plus de retard de conception que Et d'infertilité. comment on les accompagne? Donc, ça part d'une personne qui a des cycles, qui sont pas réguliers, avec un SOPK, on va dire, relativement Exact. peu sévère, à quelqu'un qui a un SOPK très, très sévère. Comment est-ce que vous allez l'accompagner dans son désir de grossesse pour, Alors, dans le désir de grossesse, c'est comme tous les couples infertiles. D'abord, c'est un couple, donc très souvent, il faut bilanter les deux, parce que, contre toute attente, dans une grande majorité des cas, on trouve le problème chez les deux. Donc, on peut avoir une patiente SOPK, mais avec un patient, le conjoint qui a un problème d'oligospermie ou de tératospermie. c'est 20-20-40, c'est ça? En Moi, je gros? dirais même 30-30-30. C'est-à-dire 30, on va trouver un problème féminin, 30 on va trouver un problème masculin et 30 on va trouver un problème chez les Et deux. 10, on sait pas. Et 10 on va pas trouver de problème, mais on va essayer d'ajuster pour que ça marche quand même. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, ce domaine-là est un domaine nouveau et il y a encore, beaucoup d'études en cours, pour mieux comprendre les choses. Donc il y a des facteurs, utérins, d'endomètre, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qu'on ne comprend pas encore complètement. Donc, en gros, c'est des couples, donc c'est pas que la patiente. Donc, c'est le couple qu'on va prendre en charge, donc on va bilanter les 2, on va prendre en charge la patiente. Si le patient n'a aucun souci, il suffit de donner un traitement anti-œstrogène chez elle, vraiment des comprimés 5 jours par mois et la patiente ovule. Et on l'accompagne en échographie pour être sûr qu'il y ait pas parce que le risque quand même, c'est les grossesses multiples, donc il faut toujours surveiller en échographie pour voir s'il n'y a pas une réponse excessive et lui dire, voilà, juste l'orienter sur la date où elle est censée avoir des rapports avec son conjoint et ça marche très bien. Tu peux nous expliquer comment ça marche les pilules anti-œstrogènes? En fait, en gros, c'est des comprimés qu'on donne aux patientes qui vont baisser artificiellement le taux d'œstrogène dans le sang. Ce qui va entraîner un feedback positif au niveau de l'hypothalamus, ce qui va entraîner une augmentation de la FSH. La FSH, c'est ce qui permet de stimuler l'ovulation. Donc, si la FSH augmente, ça va donner un signal aux ovaires pour recruter un follicule dominant beaucoup plus, parce qu'on a sur les follicules des doses seuil, et donc on va avoir une ovulation naturelle, spontanée, juste avec un comprimé qui a donné artificiellement une baisse des œstrogènes dans le sang. Donc on va augmenter l'ovulation chez une patiente qui a trop de follicules, de Exact. base. En fait, qu'il y a trop de... Enfin, en gros, on va donner artificiellement un signal au corps de sécréter une hormone au niveau de l'hypothalamus qui va stimuler l'ovulation. Donc ça, c'est le plus simple, on va C'est le dire. plus simple et ça marche très bien et on a d'excellents résultats avec ces traitements-là. Et après, on rentre dans le plus compliqué, j'imagine, c'est Alors directement FIV. non, pas du tout. Alors c'est comme les marches d'escalier, on va monter tout tranquillement. Après, on a ce qu'on appelle les gonadotrophines, donc c'est la FSH synthétique. Donc du coup, c'est plus la FSH interne du corps, mais une FSH externe qu'on va injecter et on va surveiller. On va également proposer ce qu'on appelle des inséminations, c'est-à-dire qu'on va préparer le sperme du conjoint pour l'injecter au niveau de la cavité utérine pour qu'il puisse arriver plus vite aux ovaires. Donc, on stimule l'ovulation, une stimulation mono-ovulante avec une insémination, donc ça augmente encore plus les chances. Et quand toutes ces techniques-là ne fonctionnent pas, on passe à la FIV. Et donc la FIV, c'est une stimulation polyovulante. Donc on va vouloir avoir plusieurs follicules, récupérer plusieurs ovocytes, les mettre en contact avec les spermatozoïdes dans un laboratoire et obtenir des embryons. Et du coup, chez la patiente OPK, on obtient beaucoup plus d'ovocytes que les autres puisqu'elles ont beaucoup plus de follicules et on va pouvoir retransférer des embryons sur le même cycle de FIV. On va peut-être avoir 5, 6 ou 7 transferts d'embryons versus 2 ou 3 chez une patiente qui Qui n'est n'a pas au pas, PK. Et donc, ça augmente ce qu'on appelle le taux cumulé de grossesse. C'est-à-dire, si on a fait 8 transferts, eh ben, statistiquement, on a plus de grossesse, de chances de grossesse. Donc, c'est des patientes qui sont je mets ça entre guillemets, des bons cas. Après, il faut faire très attention parce que c'est aussi des patientes qui surréagissent au traitement et on peut avoir des hyperstimulations quand on manipule pas bien les traitements.
Mais aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir congeler les ovocytes. Et même quand on a une hyperstimulation, finalement, c'est des hyperstimulations pas trop graves, puisque on n'a plus après la CG, l'hormone de grossesse, qui entretient l'hyperstimulation. Et en gros, je sais Là, ça que... devient très spécialisé, hein, Ouais, vraiment. c'est spécialisé, mais je pense que ça intéresse certaines personnes. Super. Le taux moyen de réussite, on m'a dit que c'était 26% Alors, ça, c'est pour une personne tout lambda. tout là. Ça augmente chez les OPK, hein. On a de meilleurs résultats. Alors, nous, dans le centre, on a quand même 30% on est pas mal. Alors, Ouais, c'est très bien. Mais en fait, ces chiffres-là sont en train de complètement basculer. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que, par exemple, en Europe, il y a certains centres qui atteignent 70-75% de réussite parce qu'ils ont le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'ils prennent l'embryon, que sur cet embryon, ils prélèvent une cellule, qu'ils font une analyse génétique dessus et qui ne transfèrent que des embryons de qualité, qui n'ont pas de problème d'aneuploïdie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire chromosomique. Et donc, c'est forcément des embryons qui ont un potentiel de développement nettement meilleur qu'un embryon lambda, statistiquement. Donc, aujourd'hui, les chiffres des centres sont variables par rapport au niveau de technologie auquel ils sont arrivés. Nous, au Maroc, on n'est pas encore sur les diagnostics préimplantatoires. D'abord, il y a un problème éthique sur ça, parce qu'il y a certaines... L'eugénisme. Exactement. Il y a certaines personnes qui vont détourner cette technologie pour choisir l'embryon qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une fille, un garçon? Est-ce qu'ils veulent un garçon? À Chypre, il paraît qu'ils font ça de manière normale. Aujourd'hui, dans la grande majorité des pays, c'est interdit. C'est interdit parce que ça va être une dérive éthique. La plupart des comités éthiques ont statué vers l'interdiction du choix dans l'embryon. Mais sauf dans les cas où il y a une pathologie Bien génétique. sûr. Et à ce moment-là, évidemment, le DPNI est extrêmement important pour donner un embryon qui n'est pas porteur de maladie. Juste le DPNI, parce que je pense que... Pardon, le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Ok. Pardon. Et donc, oui, donc ça peut mener à des dérives, eugénisme, Exact. etc. Mais Éthique. globalement, on le fait pas au Pour Maroc. l'instant, si tu veux, on est dans les balbutiements de tout ça. On peut le faire au Maroc parce qu'il suffit d'avoir un laser, de couper une seule cellule et l'envoyer dans un petit tube à l'étranger. Aujourd'hui, avec les avions quotidiens, et c'est très simple à faire. Mais éthiquement parlant, on s'interdit de le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est qu'au balbutiement de toutes ces techniques-là. Tout à l'heure, je te parlais, tu sais, la FIV, ça a 47 ans ou 48 ans. Donc, le premier bébé FIV est né il y a moins de 50 ans. Donc, aujourd'hui, c'est une science nouvelle, mais qui évolue d'une façon exponentielle. Donc, on a d'année en année de nouvelles découvertes qu'on doit apprivoiser. Et pour l'instant, euh, tout ce que je peux te dire globalement par rapport à l'OPK, c'est qu'on a plus d'ovocytes et donc on a de meilleures chances de grossesse, puisque statistiquement, à chaque transfert, tu as à peu près 15 à 20% de chances que l'embryon s'accroche. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui intéresse beaucoup de femmes. Mhm. C'est l'hyperinsulinisme et surtout la difficulté à perdre du poids. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'une femme qui a des problèmes dans ses hormones, enfin dans son ratio d'hormones féminines masculines, aurait des problèmes d'insuline? En fait, c'est une sorte de métabolisme de stockage. Est déréglé et le métabolisme de ces femmes-là stocke énormément. C'est-à-dire, on va manger la même chose, deux voisines vont manger la même chose, deux copines vont manger la même chose. Il y en a une qui va stocker tout ce qu'elle a mangé et l'autre va avoir un meilleur métabolisme et va brûler plus. Et on sait aujourd'hui que si on a plus de muscles, de base, sans faire d'activité physique, le muscle va brûler plus d'énergie, de calories, qu'une patiente qui a un muscle plus Bien faible sûr. et plus de gras, elle va avoir plus d'espace de stockage. Donc, on va les orienter et on va les aider à avoir une activité physique soutenue. On va leur expliquer qu'il ne faut pas qu'elles fassent attention à la balance, mais qu'il faut qu'elles fassent attention finalement au tour de taille, qui est beaucoup plus important que le poids sur la balance. On va les aider à avoir une activité physique régulière, à avoir une alimentation avec le moins d'hydrocarbures possible, avec le moins de sucre possible, que ce soit les sucres rapides ou les sucres lents en quantité. Hydrocarbures, c'est plutôt, vous voulez dire... Ouais, excuse. moins de glucides, quoi. Moins de glucides, exactement, excuse-moi.
En tout cas, beaucoup moins de glucides qu'une alimentation. Bon, attends, on l'a refait celle-là. Ouais, c'est cool. Donc, en gros, ouais, moins de glucides que quelqu'un, on va dire, de Voilà. lambda qui a un métabolisme Je normal. reviens à ce que je disais. Donc, ces patientes-là, on va les aider à avoir une activité physique régulière pour augmenter la masse musculaire et on va les orienter vers une diététicienne qui va les aider à avoir une alimentation avec le moins de glucides possible pour pouvoir avoir finalement un amincissement sur le long terme, parce que ça va prendre plus de temps que la moyenne, qui va les aider à mieux réguler tout ça. Et donc, maintenant qu'on sait ce qu'on fait quand bah, on a des problèmes d'insuline, qu'on sait ce qu'on fait quand on veut concevoir, qu'est-ce qu'on Mm. fait quand on ne veut pas concevoir? Par exemple, une fille de Oh, c'est 19 très ans. facile, la pilule. La pilule, c'est des hormones artificielles qui mettent au repos les ovaires et qui vont vous donner un cycle complètement artificiel et purement féminin. C'est des œstrogènes et de la progestérone. Donc ça va désactiver les androgènes. Donc pas d'acné. La pilule est un traitement pour l'acné. Beaucoup moins de peau grasse, beaucoup moins de chute de cheveux, amélioration de tous les symptômes, régulation du cycle, mais c'est complètement artificiel. Je le dis aux jeunes femmes qui me disent: «Moi, j'ai fait 3 mois de pilule et puis j'ai arrêté, tout est revenu». Oui, et le jour où vous arrêtez la pilule, ça revient. C'est-à-dire que, C'est sûr. bah, souvent. Donc, ça veut dire qu'une femme, on va la mettre sous pilule à 19 ans. Elle va Oui. prendre la pilule pendant, je sais pas, 7 ans. Mmh. Elle va arriver à 26 ans, on va lui arrêter la pilule, elle va avoir les mêmes symptômes que bah, ceux pour lesquels Si elle avait elle tard consulté. au début, ça va être correct et puis si elle tarde à concevoir, oui, ça va revenir petit à petit. Et jusqu'où la pilule peut aider dans le SOPK? Elle enlève, elle réduit tous les Alors symptômes. alors la pilule, c'est la meilleure alliée de l'SOPK. Si une jeune femme a envie d'avoir une peau nette avec, moins d'hirsutisme, moins de chute de cheveux, il faut qu'elle prenne la pilule. Le seul bémol de la pilule, c'est que lui aussi entraîne un métabolisme de stockage. Donc, il faut faire attention. Mais globalement, c'est une patiente qui va avoir une régulation de ses cycles et une amélioration des signes d'hyperandrogénie. Donc, il y a des patientes qui n'ont pas besoin de contraception, mais qui refusent d'arrêter la pilule parce qu'elles ne veulent pas revivre les signes d'hyperandrogénie. Et donc, ça n'aide pas pour le poids. Ça ne va pas aider pour le poids. Donc, moi, ce que je dis aux patientes, c'est que oui, la pilule, mais attention à ce que vous mangez. Vous baissez la quantité De glucides, d'hydrocarbures. Oui, exactement. Et vous augmentez l'activité physique. D'accord, donc en fait, la résistance à l'insuline, ça reste la même chose. Et Mmh. ensuite, la pilule, ça permet de traiter les symptômes androgéniques, donc Exact. l'hirsutisme et tout. Ça cible les troubles du cycle et les symptômes d'hyperandrogénie. Et c'est tout type de pilule ou vous donnez. C'est une œstroprogestative. Alors, quand les patients te disent: «Moi, je veux une microdosée», alors ça, Ça va pas rien faire. la microprogestérone, ça marche pas. Mais les œstrogènes et Ça marche progestérone. pas de manière générale ou ça marche pas dans leur Dans cas? l'OPK, dans Ah, l'OPK. ok. Non, pour l'OPK, il faut une pilule œstroprogestative, soit dosée à 30 microgrammes de stradiol ou à 20 microgrammes pour certains, ça dépend du poids. Et là, avec l'entrée des analogues du GLP-1, est-ce que c'est un traitement que vous pensez utiliser pour ces J'ai patientes? pas encore l'expérience, donc Ouais. j'aime pas parler de ce que je connais pas, mais dès que j'ai l'expérience, je promis, je t'appelle. Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, vous pouvez potentiellement mettre sous metformine une Oui. fille de 18 ans. Enfin, une femme de 18 ans. Oui, alors, enfin, globalement, en général, moi, personnellement, Ouais. je vais, vraiment freiner les choses au maximum. Par exemple, je vais retarder la prise de pilule le plus possible. Une gamine de 15, 16, 17, 18 ans, je vais lui dire: «On attend encore un peu, j'attends la vingtaine». Heu, Pareil pour le metformine. C'est-à-dire que si j'arrive d'abord à passer par les mesures hygiéno-diététiques, je préfère plutôt que de passer par les méthodes chimiques. C'est ma façon de voir. Je ferai ça pour moi, pour ma fille, pour, ma nièce, donc je le fais aussi pour mes Mais c'est patientes. plus dur. Mais c'est plus dur. Mais si j'arrive à les éduquer sur le plan hygiéno-diététique avant de commencer à donner des hormones ou de la metformine, je préfère. Maintenant, dans certains cas particuliers où vraiment il y a des symptômes lourds, où la patiente a un problème psychologique qui s'installe parce qu'elle a une chute de l'estime d'elle-même, je vais l'aider avec de la metformine et avec une pilule œstroprogestative. Et, Je vais encourager les mamans à les encourager. Parce que souvent, c'est des patientes qui viennent avec leur maman en consultation. et il y a beaucoup de femmes souffrent des SOPK comme on vient de le Mhm. voir. Il y a aussi des sortes de niches, on va dire, niveau supplémentation.
où les gens tirent parti, on va dire, de leur souffrance et de leur mal-être, finalement, pour leur vendre des solutions miracles qui sont Je naturelles. je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a la médecine telle qu'on la connaît, toi et moi, et il y a la médecine parallèle qui se passe par la micronutrition, par Ah, j'ai pas l'homéopathie. dit que j'étais contre. Heu L'homéopathie, par contre, on pourra en revenir dessus parce que Je sais ça, pas, mais je suis je sais qu'il y a des gens chez qui ça marche et il y a des gens que ça motive et il y a des gens, je sais pas si c'est un effet placebo, je sais pas si mais en tout cas, moi, j'ai vu des résultats spectaculaires de patientes qui prennent des compléments alimentaires. comme quoi. Alors, je saurais pas trop te dire parce que c'est pas mon domaine, mais globalement, les naturopathes donnent des compléments alimentaires qui font que des patientes se sentent mieux. Je ne critique pas ni positivement ni négativement pour l'instant, mais je sais que certaines patientes, ça leur convient. Quand elles ont vu des naturopathes et qu'elles se sont traitées par certains médicaments à base de plantes naturelles, etc., chez certaines patientes, ça fonctionne. Pareil pour l'homéopathie. Moi, j'ai deux enfants. J'en ai une qui est extrêmement sensible à l'homéopathie et un totalement insensible. Donc, je ne saurais pas t'expliquer comment, Mais ni franchement, pourquoi. parce que depuis tout à l'heure, on parle de médecine. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, sur la supplémentation. J'imagine que certaines choses peuvent marcher et fonctionnent, j'en suis convaincu. Mm. Mais l'homéopathie, c'est un sujet depuis que je fais mes études, c'est vraiment un truc qui me Qui perturbe. te perturbe. Parce qu'il y a aucun fondement scientifique et on peut pas le prouver. Oui, mais et je suis forcée de constater, moi, sur une de mes filles, c'est spectaculaire. Sur un de mes enfants, c'est spectaculaire. Donc, je suis forcée de revenir sur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qui sont quand même vraies, et des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont vraies. Donc, c'est un débat sans Ouais, fin, c'est clair. mais en réalité, moi, j'ai vraiment l'expérience Les deux. de voir Ouais. qu'il y en a un, c'est une insensibilité totale, et une, c'est spectaculaire. Donc, je t'expliquerai pas comment. Tout ce que je peux te dire, c'est que, voilà, je laisse la porte ouverte à tous les possibles. Après, moi, j'aime bien, vous avez dit médecine traditionnelle, on va dire, et tout ce qui est médecine naturelle, etc. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un continuum, honnêtement, et qu'il y a du bon dans chaque chose. Mais, mais franchement, l'homéopathie, c'est un truc qui me parle pas parce que j'ai une raison simple. Par exemple, l'acupuncture. Ils ont fait Ouais. une étude et ils ont montré que l'acupuncture fonctionnait. Mais, il y a un énorme mais, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Donc en gros, ils ont pris une étude, ils ont fait contrôler randomisé, ils ont mis trois groupes. Un groupe, ils faisaient rien, bon, ils savaient qu'ils n'avaient aucun traitement, mais voilà. Un groupe où ils ont mis les aiguilles d'acupuncture sous la peau, enfin comme la technique traditionnelle, sans respecter aucun positionnement, parce que l'acupuncture, il y a les Oui, bien méridiens, sûr, les bien trucs. sûr. Mmh. Ils ont rien respecté, ils ont juste mis des aiguilles sur la peau. Et le groupe pour de l'acupuncture traditionnelle faite en bonne et due forme. Tout ça pour des personnes qui avaient des douleurs au dos, des lombalgies. Et en fait, ils ont montré que, bon, le groupe témoin où ils ont rien fait, bon, ils avaient toujours plus mal que les deux autres groupes, mais ils ont montré que ça avait le même résultat de mettre des aiguilles n'importe comment, Mmh. d'acupuncture bien sûr, en sous-cutané, et de respecter les méridiens, les trucs et tout. On est d'accord qu'il y a un effet placebo majeur qui fait que, bah, certaines patientes, juste le fait d'avoir entamé une action fait qu'ils se sentent déjà mieux. Donc on Mais est ça, ce que je peux concevoir, par exemple, pour l'acupuncture, c'est que ça sécrète quelque chose. Que le fait de mettre une aiguille, de faire une sorte de micro-traumatisme en sous-cutané, peut-être que ça sécrète quelque chose, on ne sait pas, des endorphines, je ne sais pas. De toute façon, ils ne sont pas allés plus loin. Mais l'homéopathie, ça, c'est un truc qui me revient pas. Et juste, j'aimerais savoir, pour l'accompagnement psychologique, parce qu'il y a beaucoup de filles ou de femmes pour mmh. lesquelles c'est extrêmement difficile. Vous avez parlé de faire des sortes de régimes, mais c'est plus une hygiène alimentaire qu'un Mmh mh. régime parce qu'il faut Mmh. que ça, faut que ça Mmh. dure. Comment est-ce que Bah vous... oui, parce que c'est en plus, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est quand même des patientes qui sont prédisposées à développer un diabète, à l'âge, plus avancé et donc il faut qu'elles comprennent que c'est qu'elles travaillent
dans leur jeunesse pour avoir une meilleure qualité de vie, entre guillemets, à un âge plus avancé, à la cinquantaine. Donc il faut qu'elles sachent que ben, elles sont prédisposées métaboliquement à faire plus de problèmes de diabète, plus de problèmes du coup cardiovasculaire, etc. Donc si très tôt elles changent d'hygiène de vie, elles vont s'assurer une meilleure qualité de vie à la cinquantaine ou la soixantaine. Et comment est-ce qu'on les accompagne psychologiquement pour Bah à après, travers ça? Pas à traverser ça plutôt. après ça va être, comme je t'ai dit tout à l'heure, complètement différent d'une patiente à l'autre. Il y a des patientes qui gèrent ça très très bien, hein. Il y a des patientes qui n'ont aucun problème avec le fait d'être OPK et elles ne voient même pas des fois, finalement, on voit des ovaires micropolykystiques à l'écho, on lui pose quelques questions. Ah oui, tu as des retards de règles, ça, elle se plaint de rien et elle le gère bien psychologiquement. Et puis, on a des jeunes filles qui ont un vrai retentissement sur leur bien-être psychologique, avec une vraie baisse de leur estime d'elles-mêmes. Et cette patiente-là, si elles peuvent se faire accompagner par un psychologue pour vraiment apprendre à être plus bienveillantes envers elles-mêmes, à s'accepter telles qu'elles sont et à ne pas se faire souffrir psychologiquement parce qu'elles ne correspondent pas à l'image qu'elles aimeraient avoir, c'est bien, c'est mieux. Et au Maroc, est-ce que le problème des OPK, il est pas un peu invisible parfois pour une grande partie de la population où tout est tabou, tout est Au Maroc, c'est admis? assez particulier parce que au Maroc, finalement, les rondeurs, par exemple, c'est mieux que les femmes minces. C'est vrai. Contrairement à Barbie Girl européenne, les Marocaines, elles aiment bien avoir des rondeurs. Et ce qui gêne plus, c'est pas les rondeurs, c'est plus les poils ou l'acné. Après, à côté, on a un développement spectaculaire de la médecine esthétique où on a du laser qui enlève les problèmes d'hirsutisme. On a aujourd'hui des médecins d'esthétique qui font des injections de PRP dans le cuir chevelu, des choses assez spectaculaires. Moi, je suis assez impressionnée par ce volet de la médecine-là qui est en train d'évoluer aussi. Et donc, elles arrivent à gérer. Après, bon, c'est un problème aussi de moyens, parce que ça revient cher de faire du laser ou de se faire des injections du cuir chevelu, etc. Donc, il y en a qui se donnent les moyens de ça. Il y en a qui n'ont pas les moyens ni du suivi gynéco, ni du suivi psychologique, ni du... Voilà, donc... Il y a rien qui est remboursé? Si, bien sûr, les consultations gynéco. L'esthétique, non. Donc Ah mais le laser, gynéco, laser pour enlever les ouais poils, il ça y a aucun j'imagine. remboursement. Mais la consultation gynéco, l'échographie, La les pilule? traitements, la pilule, c'est subventionné. Mais D'accord. la pilule est subventionnée. Tu sais qu'on a des pilules à 10 dirhams à la pharmacie et puis tu peux l'avoir gratuitement au dispensaire, hein. Donc on a beau... au Maroc, c'est magnifique le système de santé, en tout cas, mais elle est remboursée plus pour la contraception parce que c'était la planification familiale qui était visée que pour l'OPK, mais du coup, on peut en profiter. Ouais, ça c'est extraordinaire. Mmh. Et j'aimerais qu'on passe à une catégorie là, Mmh. c'est mythe ou réalité. Donc en gros, Ouais, je vais te donner des affirmations et tu vas me dire si c'est ouais. un mythe ou des réalités. Tu peux expliquer ou pas, comme tu le sens. OK. OK? Parfois, c'est des trucs qu'on a déjà dit, hein. Ouais. Le SOPK, c'est juste des kystes aux ovaires. Bon, c'est très simpliste. Donc, d'abord, c'est pas des kystes, on a dit, C'est c'est des clair, follicules. c'est vrai. Et puis, c'est bien plus que ça. Un SOPK, une femme SOPK sera forcément infertile. Ah non, pas du tout. 25% tombent enceintes naturellement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patientes qui viennent en panique au cabinet, enceintes, et elles m'ont dit, mais on m'a dit que je ne tomberais pas enceinte, donc j'ai pas pris de contraception. Et ça me fait doucement rire parce que non, 25% sont complètement fertiles. Le SOPK ne concerne que les femmes en surpoids. Mythe, gros mythe. D'ailleurs, c'est les plus durs à traiter, c'est les minces. Elles sont, en tout cas, en infertilité, c'est celles Ouais, parce qui nous qu'elles ont posent plus SOPK, de... mais on Ouais. peut pas améliorer l'insuline, la résistance et tout. On va dire elles nous font des hyperstimes. Elles sont très, très sensibles aux hormones et tout. Si Mm. j'ai mes règles, je ne peux pas avoir de SOPK. Mythe, on peut avoir un cycle tout à fait régulier avec un syndrome des ovaires polykystiques. La pilule règle définitivement le problème. Bah non, mythe, mythe. Clairement. Après les grossesses, le SOPK disparaît. Alors oui, je vais te dire ça, c'est pas un mythe. Et la grossesse, c'est le meilleur traitement naturel de l'SOPK. Les filles, mariez-vous jeunes, faites des bébés, faites plein de bébés, c'est ça le bonheur dans la vie. Arrêtez de prioriser votre vie professionnelle, votre carrière. Mettez en avant votre vie de femme, votre vie familiale, et la carrière vient toujours en parallèle.
Donc sérieusement, donc il y a Ouais, des femmes qui ont des ouais. SOPK Moi, sévères, grossesse, plus rien. bah, plus rien, non, mais ça améliore beaucoup les choses. J'assume ce que je dis, faites des bébés. Même si on les fait jeunes. Oui, surtout si vous les faites jeunes. Plus vous tardez à faire Oui, plus c'est difficile. Ouais, Mais donc si une femme a une grossesse jeune, ça améliorera énormément son syndrome des ovaires oui, polykystiques par la suite. un grand oui. Comme nos arrière-grand-mères, Ouais. Revenons aux choses essentielles de la vie. la famille. Exact. Il existe un régime ou des compléments qui guérissent le SOPK. Euh, alors, oui et non. Alors, le régime, la perte de poids, les meilleures mesures hygiéno-diététiques va permettre d'améliorer nettement l'OPK. Guérir, c'est un syndrome. Le mot guérir est finalement pas le bon terme. On améliore la symptomatologie. Si ma mère a un SOPK, je suis forcément condamné à avoir les mêmes problèmes. Non. Non, non, non. La génétique est merveilleuse. Elle saute parfois des générations. Et une dernière question, si Ouais. vous deviez transmettre un seul message. Faites des bébés. Bah, en tout cas, docteur Belkhiat, merci beaucoup d'être là. Merci pour la clarté de vos explications. Franchement, c'était super. Avec plaisir. Et merci à ceux qui nous écoutaient. Enfin, Et merci à ceux qui nous écoutaient. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement sur un autre épisode de Sans Ordonnance.